Bonjour à tous les passionnés de potager. Est-ce que vous aussi vous vous retrouvez chaque année avec ces semis fragiles, qui filent, avec des tiges fines comme du fil à coudre, et qui cassent au moindre faux mouvement? Vous y mettez tout votre cœur, mais les résultats ne sont jamais à la hauteur de vos espérances? Et si je vous disais qu'il existe une recette presque oubliée, mais incroyablement efficace, qui va transformer vos jeunes plants en de véritables petits guerriers? Je parle de plantes avec des racines si puissantes qu'elles auront tendance à faire éclater leur peau. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la procédure exacte pour préparer cet engrais miracle fait maison. Et le meilleur dans tout ça? Vous avez probablement déjà tous les ingrédients nécessaires dans votre garde-manger depuis longtemps. Préparez-vous, car après cette vidéo, vos semis ne seront plus jamais les mêmes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir la différence. Avant de passer à la recette proprement dite, expliquons un peu pourquoi une nutrition correcte dès les premiers stades du semis est si cruciale. Lorsqu'une graine germe, elle tire initialement son énergie de ses propres réserves. Mais ces réserves sont très limitées et s'épuisent rapidement. Dès que les premières vraies feuilles apparaissent, la plante devient complètement dépendante des nutriments que nous lui offrons et de ceux qu'elle trouve dans le terreau. Dans l'espace restreint d'un godet, ces ressources sont consommées immédiatement. C'est précisément à ce moment-là que se décide la vigueur et la future productivité de toute la plante. Beaucoup de jardiniers débutants font l'erreur soit de ne pas fertiliser du tout, soit, au contraire, d'utiliser des engrais commerciaux puissants qui peuvent facilement brûler les jeunes racines sensibles. Le but n'est pas de gaver la plante, mais de lui offrir les bons stimulants pour favoriser l'essentiel, le développement d'un système racinaire massif et sain. Car les racines sont, en réalité, le cerveau et l'estomac de la plante. Des racines fortes signifient une plante forte. Penchons-nous sur la philosophie des racines puissantes, qui est la base de la réussite au jardin. Imaginez le système racinaire non pas comme une simple ancre qui maintient la plante au sol, c'est bien plus que cela. C'est son appareil digestif, son centre nerveux et sa pompe vitale. Par les racines, la plante absorbe toute l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour vivre et croître. Si les racines sont faibles, petites ou endommagées, la plante souffrira, même si vous lui offrez la meilleure terre et des conditions de lumière idéales. Elle sera vulnérable aux maladies, aux parasites et au stress causés par la sécheresse. À l'inverse, une plante avec une mode de racines riche, dense et saine est comme un athlète en pleine forme. Elle peut trouver l'eau efficacement, absorber un maximum de nutriments et résister même aux conditions défavorables après le repiquage en extérieur. Notre tâche principale au début n'est pas de forcer la plante à pousser le plus vite possible en hauteur, mais de la convaincre d'investir son énergie dans la construction de fondations solides sous terre. Ce qui se passe sous la surface est souvent bien plus important que ce que nous voyons au-dessus. Des fondations solides garantissent un avenir stable et fructueux. Décrivons maintenant en détail l'ennemi numéro 1 de tout cultivateur, les semis chétifs, ce qu'on appelle les semis qui filent. Vous connaissez certainement cette image, des tiges anormalement longues, fines comme un cheveu, d'un vert pâle tirant sur le jaune. Les plantes se courbent et se tordent pour chercher la lumière, et quand vous essayez de les manipuler, vous avez l'impression qu'elles vont se désintégrer entre vos mains. Si vous sortez délicatement un tel semis de son pot, vous ne verrez que quelques racines misérables. Pourquoi cela arrive-t-il? La cause la plus fréquente est le manque de lumière, moment où la plante s'étire désespérément vers la source lumineuse. Un autre facteur est une température trop élevée, souvent dans nos appartements chauffés, qui favorise la croissance rapide de la tige au détriment de sa solidité. Enfin, le manque de nutrition adéquate joue un rôle clé. La plante manque d'éléments essentiels, notamment de phosphore pour les racines et de potassium pour la rigidité des tissus. De tels semis ont un énorme problème après la plantation au jardin. Ils subissent souvent un choc de transplantation sévère, s'enracinent difficilement et deviennent des proies faciles pour les maladies. Notre objectif est de prévenir ce scénario et de faire pousser exactement le contraire. Des semis compacts, vigoureux, avec des tiges épaisses et des feuilles d'un vert foncé. Et maintenant, vient le moment que vous attendez tous. Nous allons dévoiler le premier ingrédient magique de notre super engrais. Vous serez être surpris de voir à quel point il est courant et accessible. Ce n'est ni une poudre exotique, ni un extrait coûteux. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre réfrigérateur ou votre placard. L'ingrédient miracle est la simple levure de boulanger. Oui, vous avez bien entendu, la levure. Que vous utilisiez de la levure fraîche en cube ou de la levure sèche en sachet, le résultat sera phénoménal. Vous vous demandez être comment ce que nous utilisons pour le pain ou les brioches peut aider nos semis. La réponse est fascinante et repose sur la biochimie pure. Les levures sont des organismes vivants. Des champignons unicellulaires,
littéralement gorgée de substances bénéfiques pour les plantes. Ce n'est pas du charlatanisme, mais une procédure vérifiée par des générations de jardiniers que l'on oublie souvent au profit des flacons colorés des jardineries. Pourtant, c'est précisément dans ce cube de levure que se cache la clé de la croissance explosive du système racinaire. Entrons un peu plus dans la science pour comprendre pourquoi la levure est un élixir pour les plantes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure. Les levures sont une source incroyablement riche en vitamines du groupe B, qui fonctionnent comme de puissants stimulateurs de croissance pour le système racinaire. De plus, elles contiennent des phytohormones, comme les auxines et les cytokinines. Ce sont, par essence, des hormones végétales qui régulent directement la division cellulaire et la croissance. Quand vous offrez ces substances au semis, c'est comme si vous lui donniez un ordre. C'est le moment de fabriquer des racines. Mais ce n'est pas tout. Dès que la solution de levure atteint le sol, il se passe autre chose d'étonnant. Les levures commencent à collaborer avec les micro-organismes du sol, activent leur activité et aident à décomposer la matière organique du substrat en nutriments simples, facilement assimilables par la plante. Elles créent ainsi autour des racines un environnement vivant et sain qui les protège des agents pathogènes. Ainsi, la levure ne fonctionne pas seulement comme un engrais direct, mais aussi comme un probiotique pour le sol, améliorant sa structure et sa fertilité. C'est un soutien complet à plusieurs niveaux. Quiconque a déjà fait de la pâte sait que la levure a besoin de nourriture pour vivre et se multiplier. Sans elle, elle ne s'active pas. Et la nourriture la plus efficace et rapide pour la levure est le sucre. C'est pourquoi le deuxième ingrédient clé de notre recette est le sucre blanc en poudre. N'ayez pas peur de nuire aux plantes. Le sucre, dans ce cas, ne sert pas de nourriture pour la plante, mais exclusivement de carburant pour le processus de fermentation de la levure. Quand vous mélangez la levure, le sucre et l'eau chaude, vous déclenchez la fermentation. Les levures consomment le sucre rapidement et le transforment, produisant du dioxyde de carbone et une série d'autres substances, y compris les vitamines et hormones mentionnées. Ce processus d'activation est absolument essentiel. Si vous utilisiez seulement la levure sans sucre, l'effet serait beaucoup plus faible et lent. Le sucre est donc le démarreur qui réveille la force endormie dans la levure et la prépare à lancer son concert bienfaisant pour les racines de vos semis. C'est une petite étape, mais indispensable pour un grand succès. Passons maintenant à la première partie de la recette. Le bon dosage des ingrédients est vital, car même avec les meilleures matières premières, on peut faire plus de mal que de bien si l'on ne respecte pas la procédure. Nous allons préparer un concentré de base que nous diluerons par la suite. Pour cette préparation, prévoyez un grand bocal ou un récipient d'au moins 1 litre. Vous aurez besoin de 10 g de levure sèche, environ un sachet, ou d'environ 25 g de levure fraîche, soit environ la moitié d'un cube classique. À cela, ajoutez une cuillère à soupe de sucre en poudre. Si vous utilisez de la levure fraîche, écrasez-la d'abord dans le récipient, avec vos doigts mélangés au sucre, jusqu'à obtenir une pâte liquide. Cette étape aide à briser les parois cellulaires de la levure, et l'activation sera plus rapide. Pour la levure sèche, ce n'est pas nécessaire. La précision n'est pas au milligramme près, mais essayez de respecter ces proportions pour obtenir une fermentation optimale sans gaspillage. Un autre facteur critique, qui peut lancer parfaitement le processus ou le détruire complètement, est la température de l'eau. Les levures sont des organismes vivants sensibles à la température. Elles ont besoin de chaleur pour se réveiller. Mais une température trop élevée les tue. La température idéale de l'eau pour activer la levure se situe entre 35 et 40 degrés Celsius. Comment le savoir sans thermomètre? L'eau doit être agréablement chaude au toucher, un peu comme l'eau du bain pour un bébé. En aucun cas elle ne doit être brûlante, mais pas non plus tiède tendant vers le froid. Si l'eau est trop froide, la levure ne s'active pas. Si elle dépasse 50 degrés, vous ébouillantez la levure et toute la solution sera inutile. C'est pourquoi, accordez une attention particulière à cette étape. Le mieux est d'utiliser de l'eau reposée, laissée 24 heures, dans un récipient ouvert, pour qu'elle ne contienne plus de chlore. Mais si vous n'avez que de l'eau du robinet, laissez-la au moins reposer un peu. La bonne température est la garantie que les milliards de petits alliés de la solution prendront vie. Nous avons préparé la levure avec le sucre et l'eau à la bonne température. Vient maintenant le processus d'activation proprement dit. Dans le récipient, versez environ 1 litre d'eau chaude sur la levure et le sucre. Mélangez bien le tout jusqu'à dissolution complète. Maintenant, couvrez le récipient, mais pas de manière hermétique. Il suffit de poser une soucoupe dessus ou un morceau de tissu. Les levures produisent des gaz pendant la fermentation et ont besoin d'espace. Placez le récipient dans un endroit chaud, par exemple près d'un radiateur ou sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Et maintenant, attendez et observez. Dans les 2 ou 3 heures suivantes, il va se passer des choses. La solution va commencer à mousser,
Un chapeau caractéristique va se former à la surface et vous sentirez l'odeur typique de la fermentation. Ce sont les signes clairs que le processus se déroule correctement et que votre engrais prend vie. Les levures se multiplient frénétiquement et produisent toutes ces substances incroyables que les semis adorent. Après ce délai, votre concentré est prêt pour l'étape suivante. Pendant que notre solution de levure fermente, nous préparons le troisième composant, souvent omis, mais absolument génial, la cendre de bois. Mais attention, pas n'importe quelle cendre. Il doit s'agir de cendres propres provenant de bois de feuillus, comme le bouleau, le chêne ou les arbres fruitiers. La cendre de charbon, de briquette ou de bois peint, verni est totalement inadaptée et toxique pour les plantes. Pourquoi la cendre de bois est-elle un trésor? C'est l'une des meilleures sources naturelles de potassium et de phosphore, deux des trois macros, éléments essentiels dont les plantes ont besoin en grande quantité. De plus, elle contient une série de micros, éléments importants comme le calcium, le magnésium, le bore et le manganèse. Alors que la levure nous offre des stimulants de croissance et des vitamines, la cendre fournit les briques clés pour la résistance et la fructification. C'est une synergie parfaite. La cendre soutient ce que la levure amorce, tandis que la levure dit aux racines « grandissez ». La cendre leur donne le matériau pour le faire. Détaillons pourquoi la cendre change la donne. Comme je l'ai dit, elle est riche en phosphore et potassium. Le phosphore est absolument indispensable pour les jeunes plantes. C'est l'élément qui soutient directement la croissance et la ramification du système racinaire. Sans assez de phosphore, les racines seront faibles, et la plante ne pourra pas absorber efficacement les autres nutriments. Le potassium, quant à lui, est responsable de la solidité des tissus. Grâce à lui, les tiges seront épaisses, fortes et résistantes à la casse. Le potassium règle aussi le régime hydrique de la plante et augmente sa résistance au stress, comme le froid ou la sécheresse. La combinaison entre la levure, qui stimule, et la cendre, qui construit, est imbattable. De plus, la cendre a une réaction légèrement alcaline, ce qui aide à neutraliser l'acidité de certains substrats, créant un pH optimal. On ne peut pas simplement saupoudrer de la cendre sèche sur les semis. Il faut préparer un extrait aqueux pour que les nutriments soient immédiatement disponibles. La procédure est simple. Prenez une cuillère à soupe de cendre de bois propre et tamisée pour éliminer les gros morceaux, non brûlés. Mettez cette cuillère de cendre dans 1 litre d'eau, idéalement aussi de l'eau reposée, à température ambiante. Mélangez bien. Vous remarquerez que la cendre ne se dissout pas complètement, ce qui est normal. Une suspension se forme. Laissez ce mélange infuser au moins 3 à 4 heures, l'idéal étant toute une nuit. Pendant ce temps, les formes solubles de potassium et de phosphore passent dans l'eau. De temps en temps, mélangez à nouveau. Après l'infusion, vous obtiendrez une eau légèrement trouble, chargée de nutriments. C'est le deuxième pilier de notre engrais final. Nous avons maintenant le concentré de levure activé et l'extrait de cendre riche en nutriments. Nous sommes à 2 doigts du but. C'est le moment d'unir les forces des 2 élixirs pour créer la solution prête à l'emploi. Prenez un grand récipient, par exemple un seau de 10 litres. Versez-y d'abord tout le litre de concentré de levure fermentée. Vous verrez qu'il est encore actif et plein de bulles. Ajoutez ensuite tout le litre d'extrait de cendre. Vous pouvez le mettre avec les résidus du fond. Ces particules serviront de source de nutriments à long terme dans le sol. Vous avez maintenant dans le seau 2 litres de concentré très puissant. Celui-ci doit être dilué pour ne pas brûler les jeunes racines. La règle d'or pour la dilution est de 1:5. Cela signifie qu'aux 2 litres de mélange, nous ajoutons encore 8 litres d'eau reposée. Au total, nous obtenons 10 litres d'engrais final. Mélangez bien, le liquide aura une couleur claire, légèrement trouble, et une fine odeur de fermentation. Vous venez de produire 10 litres du meilleur engrais organique pour semis, le tout pour quelques centimes seulement. Produire l'engrais est une chose, mais l'utiliser au bon moment est tout aussi important. Le moment de l'application peut décider du succès. Ne fertilisez jamais les plantes à peine germées, qui n'ont que leurs premières petites feuilles, les cotylédons. À ce stade, elles tirent leur énergie de la graine. La première application de l'engrais à la levure se fait seulement quand les semis ont complètement développé leur première paire de vraies feuilles. C'est le signal que la plante est prête à recevoir de la nourriture de l'extérieur. Un autre moment idéal est environ 1 semaine après le repiquage, le transfert dans des contenants plus grands. Le repiquage est un stress, et notre engrais aidera la plante à surmonter le choc et à créer rapidement de nouvelles racines. Retenez bien. Moins, c'est parfois mieux. Il vaut mieux commencer la fertilisation 1 semaine plus tard qu'1 jour trop tôt. Quand vous arrosez, respectez quelques règles. Le terreau dans le pot ne doit pas être complètement sec. Si la terre est dure comme du béton, les racines peuvent subir un choc.
arrosez légèrement les semis avec de l'eau simple avant, puis appliquez l'engrais. Arrosez toujours directement au pied, sur la terre, en évitant de mouiller les feuilles ou la tige, pour prévenir les maladies fongiques. Quelle quantité mettre? Pour de petits semis en godet, 1 à 2 cuillères à soupe de solution suffisent. Pour des plantes plus grandes, 50 à 100 ml. Le but est d'humidifier le substrat, pas de le noyer. Après l'application, observez comment réagissent les plantes. À quoi s'attendre après la première application? Soyez patient. Les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais les premiers changements se voient en quelques jours. Le premier signe peut être l'odeur de la terre. Le substrat commencera à sentir la terre saine, signe que la microflore a pris vie. Les plantes réagiront un peu plus tard. Dans la première semaine, vous remarquerez que les feuilles prennent une couleur vert plus foncée, plus intense. Les tiges commenceront à s'épaissir visiblement. Elles ne s'étireront plus désespérément, mais pousseront en largeur, devenant robustes. Mais le plus important se passe sous terre. Le système racinaire explose tout simplement, créant un réseau de poils blancs qui absorbent l'eau et la nourriture. Une seule application est un bon départ, mais pour des résultats maximum, répétez le processus. La fréquence idéale pour de jeunes semis est d'une fois tous les 10 à 14 jours. Cet intervalle donne à la plante le temps de transformer les nutriments et prévient la surfertilisation. Observez vos plantes. Si elles poussent vigoureusement, ont des feuilles foncées et des tiges épaisses, vous pouvez espacer les fertilisations. Si elles semblent stagner ou jaunir, c'est le moment d'une nouvelle portion. Continuez jusqu'au moment de la plantation au jardin. La dernière dose se donne environ 1 semaine avant le repiquage final en terre. Après 10 jours, la différence avec les plantes non fertilisées sera énorme. Si vous êtes curieux, vous pouvez sortir délicatement un semis de son godet, sans abîmer la motte, et vous serez ébahi. Toute la terre sera entrelacée de racines blanches et saines. Cette masse racinaire est la garantie que la plante prospérera au jardin. Bien que nous nous soyons concentrés sur les tomates et les poivrons, cet élixir est universel. Il fonctionne à merveille sur les concombres, courgettes, melons, mais aussi le céleri ou le brocoli. Même les fleurs, comme les pétunias ou les géraniums, l'adorent. La seule exception sont les plantes acidophiles, comme les myrtilles ou les azalées, auxquelles la cendre étant alcaline ne plairait pas. Évitez les erreurs courantes. N'utilisez pas d'eau brûlante, n'utilisez pas de cendre de charbon ou de bois traités chimiquement, et ne fertilisez pas des plantes trop jeunes. Respectez la dilution de 1/5 et le succès est garanti. Les plantes cultivées, ainsi passeront l'étape du jardin sans stress. Tandis que les semis chétifs stagnent 2 semaines après la plantation en luttant pour survivre, les vôtres continueront de croître presque immédiatement. Elles fleuriront plus vite, donneront des fruits plus tôt, et la récolte sera plus abondante. L'investissement dans les racines est le meilleur investissement pour votre jardin. J'espère que cette vieille recette vous inspirera. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques coûteux quand la nature nous offre tout à portée de main. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous soutenir avec un j'aime. Et si vous voulez découvrir d'autres astuces de jardinage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles astuces utilisez-vous pour avoir des semis vigoureux? Utilisez-vous d'autres engrais naturels? Partagez votre expérience dans les commentaires. Merci pour votre attention et bon jardinage à tous.